Lectrice sauvage. Lectrice sauvage. Lecture sauvage. Une lectrice boulimique. Carnivore peut-être. J'adore toucher les livres. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild. Arthur Teboul, bonjour. Bonjour. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous recevoir dans notre podcast Stay Wild, Keep Reading. Vous êtes la voix et la plume du groupe Feu Chatterton, groupe phénoménal dont beaucoup s'accordent à dire que c'est peut-être le groupe le plus littéraire des groupes français actuellement. Donc forcément, on avait envie de pouvoir discuter un peu plus longuement avec vous. On se croise sur les réseaux sociaux, on en parlait sur Instagram avec plaisir, autour de citations, je pense, et d'auteurs aimés. Mais l'idée, c'était d'aller un peu plus loin et d'en savoir plus sur le lecteur que vous êtes. Bah oui, c'est ça fait plaisir parce que je suis le compte depuis longtemps. Donc parfois on échange sur Instagram et puis ça fait un moment qu'on essaye de se rencontrer, voilà, c'est maintenant. Voilà, il y a eu beaucoup de concerts, ça fait un an et demi, je crois que vous êtes au moins 3-4 fois sur scène par semaine, c'est exceptionnel. Ouais, c'est une belle tournée là avec notre troisième album qui nous a permis de... Palais d'Argile. Ouais, de beaucoup de tournées et on est très heureux, on se sent très bien sur scène, c'est un endroit qu'on habite donc... Il y a encore quelques dates, là ? Oui, on est jusqu'en janvier en tournée. Ouais. Ça fera 2 ans de tournée, plus de 120 concerts à travers la France, la Belgique, la Suisse. Et on finit ça à l'Olympia. Ah, merveilleux. Ouais, il y a déjà eu un Olympia, je crois, qui était assez exceptionnel. Ouais, on a joué à l'Olympia déjà dans cette tournée. Ouais. Et plusieurs fois, quelques fois, on a eu la chance de jouer dans notre carrière. Bon, alors, dans notre podcast Reading One, il y a une question rituelle par laquelle on commence toujours, c'est Arthur Teboul, quel lecteur êtes-vous ? Alors, ce qui me traverse l'esprit, là, Oui. je dirais que je suis un lecteur ambulant. Ouais. Faut pas essayer de lire en marchant, parce que c'est compliqué, mais je lis la plupart du temps, en fait, si je dois le reconnaître. Je lis dans les transports, en commun ou dans les trains, en voyage. Dans les tourbus ? Dans le tourbus, non. C'est trop compliqué. Non, déjà, un tourbus, on essaye d'y entrer seulement après le concert, de ne pas y passer trop de temps. Et quand on y va, généralement, on est 15, 16 dans un espace assez restreint, avec beaucoup de gens qui s'animent, voire de la musique. Donc c'est délicat. Quoique, c'est vrai que dans la couchette, une fois qu'on a tiré le petit rideau, sur nos 16 couchettes et des boules qui dans les oreilles pour éviter s'évader, quoi. Il y a quand même un bruit continu dans un tourbus, faut le savoir, une sorte de clac, 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 clac. Là, je lis un peu, mais on s'endort très vite parce que l'intensité de la tournée, c'est vrai que c'est une chose qui me manque pas mal en tournée. J'y pense là quand on discute, mais vraiment la lecture est une activité qui me nourrit beaucoup. Et quand on se lance sur les routes pendant 1 an et demi, 2 ans, presque en campagne, quoi, à défendre un disque, à le jouer tous les soirs, ce que ça demande d'énergie physique et émotionnelle, fait que on a très peu de temps pur et de temps d'esprit, de disposition d'esprit pour se consacrer à la lecture. Et donc, c'est une chose qui me manque souvent et j'accepte le fait qu'elle va me manquer et donc que je vais retrouver la lecture plus tard. Je patiente. La lecture, j'ai l'impression que ça vous accompagne même par exemple dans les temps d'écriture. J'ai lu que par exemple pour l'album L'Oiseleur, vous aviez des bouquins dans les poches. René Char, de la poésie. C'est quand vous vous isolez peut-être un peu pour écrire, est-ce qu'il y a des livres qui vous accompagnent ? Est-ce que ça fait partie ? Bien sûr, c'est vrai que je pense que je me suis mis à avoir envie d'écrire parce que j'ai lu. Au même titre que je me suis mis à avoir envie de chanter parce que j'écoutais la musique qui m'inspirait. Et oui, les livres m'accompagnent toujours quand j'écris, m'inspirent beaucoup. Prendre un exemple, on peut parler pour L'Oiseleur. L'Oiseleur, c'est notre 2e album. Je suis parti seul pendant quelques semaines à Naples. J'ai conscience que c'est un privilège et un luxe qu'on peut se permettre quand on est chansonnier. Et je le sentais déjà là-bas. Je me suis enfoncé dans une grande solitude. Au début, c'était pas évident.
Parce que manger seul, par exemple, c'est une chose qui m'angoisse un peu. Je prenais beaucoup de temps à trouver l'endroit où je pourrais dîner seul et me sentir bien. Et d'un autre côté, plus les jours avançaient et plus je m'enfonçais dans cette solitude, qui n'est pas une véritable solitude parce que j'étais accompagné des livres. Ouais. Donc la solitude, seule avec les livres, c'est une étrange solitude qui est peuplée de voix silencieuses. On y reviendra peut-être après, mais en tout cas, je me suis rendu compte à quel point c'était rare aujourd'hui de pouvoir s'enfoncer dans la solitude et que c'était un luxe que peut-être je ne retrouverai jamais, un luxe que je m'étais permis et donc pour lequel je m'étais battu aussi d'une certaine manière. Ça demandait une petite forme d'effort et dans cette grande solitude, j'ai eu l'occasion de longuement écouter la voix silencieuse des auteurs. Et c'est ce qui diffère de la chanson et qui rend peut-être les livres plus éternels. Si tant est que l'éternité puisse avoir des durées. Il y a une courte éternité, une longue éternité. Mais... c'est toujours long, surtout vers la fin. Voilà, comme dirait Woody Allen. Ouais. Mais c'est vrai qu'on peut penser ça quand on est... Je pense qu'il faut l'admettre, 98% des artistes, au fond d'eux, inconsciemment ou consciemment, ont l'espoir de laisser une trace durable. C'est une idée qu'il faut chasser, mais il faut reconnaître que c'est un moteur dans le travail d'auteur ou de chansonnier. Certains diront non, on est au-dessus de ça. Peut-être. Bon, la plupart des gens que j'ai rencontrés et d'autres le disent dans leurs livres. Et dans cette volonté de durer, l'auteur, probablement, dure plus longtemps que le chansonnier parce qu'il se passe d'un grand nombre de contraintes techniques et d'aspects techniques. La feuille, le papier et le stylo sont plus durables qu'un enregistreur, on le voit. Le CD est déjà plus là, il reviendra peut-être, mais les supports changent. Le livre, un jour, disparaîtra sans doute aussi, mais il est durable quand même. Et ce qu'il y a de très beau, c'est que dans ce dénuement, qui est le pur mot sur la feuille, il y a un tel dénuement que quand on arrive à entendre quand même la voix d'un auteur et un rythme, juste avec de l'encre sur un papier, un miracle né qui peut nous faire frissonner longtemps, on entend la voix d'un auteur. Quand vous écrivez les chansons, vous écrivez à l'encre sur le papier ? Oui, je fais les deux. J'ai aussi des notes sur mon téléphone, mais disons que comme je tape lentement et que disons que la main suit plus le fil de la pensée quand j'ai un stylo que quand je tape. Et c'est important qu'il y ait cette fluidité entre la pensée et le mot écrit. Mais donc, je suis allé à Naples 3 semaines tout seul et je me suis entouré d'auteurs parce que c'est vrai que je parle de la voix silencieuse des auteurs, mais je pense qu'on peut aussi parler de dialogue intérieur. Ce sont des petits paradoxes, mais quand on lit, on ne lit pas simplement une histoire ou la voix d'un autre. Il y a quelque chose en soi, pour moi, mais je pense pour la plupart des lecteurs, qui se met en branle et qui devient une discussion. Une discussion avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec quelqu'un qui n'est pas là, avec quelqu'un qui est peut-être déjà mort. Mais la voix qui sort de ce silence, elle est tellement profonde. Et c'est la formulation d'émotions parfois qui nous... C'est vrai que quand on se reconnaît dans un livre ou dans une émotion formulée, vous parlez souvent de frissons, mais il y a même une sensation physique à la lecture de choses qui nous touchent. Oui, c'est pour ça que je parle de dialogue aussi. C'est vrai que pour moi, l'étincelle première de la beauté, la beauté dans un livre, elle vient de cette reconnaissance. On se reconnaît quelque part. On reconnaît quelque chose. Et donc, c'est là que naît le dialogue. C'est que non seulement il y a cette voix qui s'élève, mais aussi une intimité. En fait, les auteurs qu'on aime, qu'on le veuille ou non, on se sent proche d'eux. On a l'impression que ce sont soit des grands frères, soit des grandes sœurs, soit des oncles. On se sent de la même famille. Et pourquoi on se sent de la même famille ? Probablement parce qu'ils réussissent la plupart du temps à révéler quelque chose de nous-mêmes. Ce que vous disiez, une manière de formuler une chose qu'on aurait déjà vécue avec une acuité, une précision, une clarté
que nous n'avions pas nous-mêmes. Donc, ils nous permettent à nous de reconnaître des choses sur lesquelles qu'on ne savait pas nommer. Et c'est peut-être un des grands risques de l'appauvrissement de la langue, c'est que l'appauvrissement de la langue devient un appauvrissement à coup sûr de l'expérience. Parce que nommer les choses, c'est les reconnaître et leur donner la profondeur qu'ils ont en puissance. Alors quand on lit, on devient riche du langage de l'autre, de l'expérience de l'autre. Et je m'en suis rendu compte plusieurs fois, c'est presque un piège quand on essaye d'être auteur soi-même. C'est quand on s'imprègne d'un auteur qu'on aime, on se met à écrire comme lui, à vouloir écrire comme lui inconsciemment. Et c'est pas grave. Mais c'est tellement bon de se plonger dans la prose riche d'un autre parce qu'il enrichit notre langage et en enrichissant notre langage, en l'enrichissant de mots, il enrichit notre expérience. On voit le monde avec beaucoup plus de complexité, de subtilité. Et pour revenir à cette expérience, parce qu'elle était fondatrice pour moi du voyage à Naples pour écrire mon 2e album, j'ai découvert des auteurs que je n'aurais pas pu découvrir si je ne m'étais pas enfoncé dans cette forme de solitude et de calme et de silence. Et je pense en particulier à René Char, qui est comme un sphinx. J'aime utiliser une image très, très simple, mais c'est ce que j'ai ressenti avec René Char, c'est que comme nous vivons de manière précipitée et rapide, c'est comme passer la main sur un mur plein d'aspérités, mais très fines, des ornements très fins, des gravures extrêmement délicates. Si on passe la main très vite, on ne reconnaît rien rien. Soit on y passe tellement vite la main sur ce mur qu'il est lisse, soit on a juste l'impression qu'il nous gratte et on ne voit que des aspérités grossières. On passe à côté. Et si on y passe la main très très lentement et qu'on essaye vraiment d'écouter le contact du doigt contre la paroi, on devine des calligraphes, des calligrammes, des écritures, de l'ornement, plus que de l'ornement, des lettres. Et on devine un sens à tout ça. C'est des hiéroglyphes, quoi. Enfin, je sais pas, c'est écrit sur les murs. Et René Char, très longtemps, parce que je pense qu'on est attiré par des auteurs, comme on est attiré par des airs, et que parfois ils nous résistent. Comme on est attiré par une porte, voilà, mais on n'a pas la clé. Et plusieurs fois, je suis revenu vers des portes dont je n'avais pas les clés. Je pense à Léo Ferré, et je pense à René Char en particulier. Vous n'aviez pas la clé tout de suite? Non, mais il y a quelque chose de magnétique ou de fascinant qui m'attirait vers eux, qui pouvait être la formule magique de leur nom, René Char, qui pouvait être ce qu'on me disait d'eux, une aura qui traverse nos cultures, des mots glanés ici ou là. Bon, je n'étais pas rentré dans René Char. Et là, à Naples, du fait que je m'enfonce dans une temporalité rare, précieuse, qu'est la lenteur, j'ai pu entrer en lui et découvrir d'autres choses. Une volupté étrange. Il y a quelque chose d'étrange dans sa manière d'écrire, un peu lourde. Et j'ai les images, j'ai même plus les phrases, mais j'ai les images. Il parle de Dieu, des yeux dans la forêt qui cherchent une tête habitable. Il parle des pieux de lumière. Je me souviens plus très bien, mais j'ai découvert, j'ai eu l'impression de le rencontrer comme, je sais pas, on allait dans un bar, on s'assied au comptoir et on rencontre quelqu'un, quoi. C'est des rencontres, les voix des auteurs, les textes. Il y a beaucoup de mystère aussi chez René Char. Je sais que c'est quelque chose qui est important pour vous. Le secret, le mystère. Oh, je crois que c'est important, pas tant pour cacher quelque chose, que parce que c'est le propre de la poésie de révéler une émotion, de révéler un paysage, de révéler une situation, mais sans la circonscrire, sans l'enfermer. Et le mystère, c'est un peu ça. En tout cas, le mystère qui me touche, c'est pourquoi, d'ailleurs, mes chansons sont poétiques, c'est que c'est une forme de pudeur, plus qu'une forme de posture. C'est de montrer une situation, montrer quelque chose du doigt en invitant chacun à s'y plonger. Et les grands poètes réussissent ça, à dessiner des tableaux extrêmement précis dans le sentiment, précis dans la couleur, mais suffisamment vagues pour qu'on y mette nous-mêmes notre expérience. Il faut laisser
cette marge à celui qui lit. C'est une générosité. Et pour ça que les silences comptent beaucoup. Ce qui n'est pas dit compte beaucoup. C'est comme ça que je vois le mystère en poésie. Et c'est vrai que chez René Char, il y a beaucoup ça. Et alors, à ce moment-là, à Naples, je suis aussi rentré à fond dans Apollinaire. Je le connaissais un peu mieux, mais pas tant. Avant c'est un mois de septembre. Donc avant ce mois de septembre, où j'étais encore très imprégné de la poésie du 19e. Baudelaire, Rimbaud, quoi, les grands maîtres. Et là, ça m'a fait basculer dans la poésie du 20e siècle. Et je pense encore aujourd'hui, on dira peut-être parce que je suis un culte de la poésie contemporaine, quoique j'en lise un petit peu, mais Apollinaire, c'est une bascule totale dans la langue d'aujourd'hui. C'est le poète du 20e siècle pour moi, et encore le poète d'aujourd'hui, quoi. Et à ce moment-là, j'ai écrit pas mal de choses en m'inspirant de cela, et j'apprenais des poèmes. C'est une chose que j'avais pas eu vraiment l'occasion de faire, mais j'ai réalisé à quel point c'était une chose qui pouvait être puissante dans la vie que d'apprendre par cœur un poème. Par exemple, Le bateau ivre. Oui. Alors là, je ne l'ai pas appris à Naples, mais je me souviens un moment dans ma vie être allé 5 jours de suite à la bibliothèque pour apprendre Le bateau ivre. J'ai une mauvaise mémoire, donc j'ai tout oublié. Mais le principe, on peut s'appesantir dessus. C'est riche de se dire qu'il y a des choses gratuites dans la vie. C'est accessible facilement quand même, un livre aujourd'hui à la bibliothèque. Qui sont le génie humain. Vous dites que c'est un joyau de l'humanité. Un joyau de l'humanité, ouais. Qu'on peut faire sien, mais s'approprier pas comme on s'approprie une voiture ou un objet, qu'on peut faire sien gratuitement, et qui vont irriguer notre être, et qui sont le joyau de l'humanité dans leur gratuité, et qui nous appartiennent. En 4 jours, on peut devenir riche de quelque chose d'extrêmement profond. Alors en ce moment, je n'apprends pas trop, mais c'est quand même un beau projet d'apprendre des poèmes. Ouais. Je me suis éloigné de la question, mais toujours pour trouver l'inspiration, oui, je lis. Ça assèche beaucoup la tournée, d'un point de vue de la curiosité, parce qu'on s'enfonce. Il y a un temps pour semer, un temps pour arroser, et pour préciser son geste. En tournée, on est plus dans une forme d'art martial, où on répète quotidiennement un geste, et j'adore ça. Il n'y a pas de monotonie. Mais on est concentré sur le même geste qu'on essaye de dire faire avec le plus de précision, le plus d'honnêteté, le plus de vérité, le plus de grâce possible. Et le fait de la répétition permet de progresser beaucoup. Mais c'est un tout autre état d'esprit que celui d'être ouvert sur un monde neuf, une curiosité, un laisser-aller, une errance qui est quand même nécessaire à l'invention pour soi-même de nouvelles choses, à regarder ailleurs. Et toujours quand je sors de tournée pour me remettre à écrire, ma première pluie, ma rosée, l'engrais, c'est toujours la lecture. Toujours. Prendre des exemples concrets. Hein. Pour le 3e album, qui s'appelle Palais d'argile, il y a une chanson qui s'appelle Libre. Ce qui est très drôle, c'est qu'une chanson, c'est comme assez peu de mots à la fin. Bon, bien que je sois assez bavarde, mes chansons, mais... et j'aime qu'une chanson, ce soit qu'une face visible d'une aventure intérieure très, 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 très profonde, en fait, et personnelle. Et les gens qui écoutent la chanson ne le savent pas, mais inconsciemment, ils le sentent. Parce que quand on dit un mot, une phrase qui est chargée pour soi-même d'une très longue histoire, forcément, ça se ressent. Et donc, des petites chansons sont des chemins intimes très longs, très profonds et libres. Ce serait complexe d'expliquer tout ce que ça signifie pour moi. Et c'est un des textes peut-être les plus mystérieux de l'album. Mais il raconte 2 histoires simultanément, on va dire comme ça. Une des histoires, c'est une guerre, des tranchées, un champ de bataille. Et pour ça, même si à la fin il reste que des chansons et quelques mots, je me documente pas mal. Et par exemple, pour cette chanson, le livre Le Grand Troupeau de Jean Giono a été un terreau très fertile. Et souvent, c'est le concours de circonstances ou le hasard qui m'amène à ces lectures. J'écrivais ma chanson, je travaillais sur ce thème Bon, je vais résumer l'idée comme ça, elle est plus simple, mais qu'on le veuille ou non, sur la fange repoussent toujours les fleurs.
c'est une idée simple. Mais elle est simple, mais quand on est celui qui a traîné dans la fange, qui a vu d'autres mourir atrocement dans les tranchées, comment vraiment croire que la fleur repousse sur cette même fange-là, au même endroit, pas plus loin, pas ailleurs, pas dans notre temps? Pourtant, c'est vrai. La terre, même souillée du sang, à part dans quelques rares cas que la Bible donne, d'endroits maudits à jamais, la terre refait pousser les fleurs. Ça peut être naïf comme ça, mais c'est vrai. Et c'est une idée qui habite beaucoup l'album qu'on a écrit, Le Palais d'Argile, que sous l'hiver couvre le printemps. La saisonnalité, la ronde du temps, la naissance après la mort. Bon, j'avais l'idée, mais comment rendre les choses profondes et vraies quand on ne les a pas vécues soi-même? Et ben, je crois vraiment à cette grande vertu de la littérature, et de fiction en particulier, plus que le documentaire d'ailleurs. Parce qu'il y a quelque chose de très vrai dans la fiction. Une voix qui parle, eh bien je crois en cette vertu de la littérature qui nous permettre d'être à la place de l'autre. Il y a peu de choses dans la vie qui nous font être à la place de l'autre, plus qu'une empathie, vivre l'autre, être un enfant, un idiot, comme dans le livre de Faulkner. J'ai oublié le nom du livre, mais peut-être Le bruit et la fureur. On peut être un handicapé, on peut être une femme, une jeune, une femme noire. Je crois vraiment en cette vertu de la littérature. Peut être un vieux, peut être un jeune. Et on vit à la place de l'autre. Et en l'occurrence, Le Grand Troupeau de Jean Giono, qui est un des seuls livres où il parle aussi crûment de la Première Guerre mondiale qu'il a faite lui-même dans les tranchées. Et ben, grâce à son témoignage, j'ai pu ressentir plus profondément la chose et me dire que je pourrais décrire d'une manière plus juste ce que je voulais décrire, quoi. Mais à la fin, c'est rien dans la chanson. Ce motif de la guerre, je pense aussi à Zone Libre, sur l'Oise-là, ça revient finalement dans votre création. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Pourquoi ça revient? Bah, peut-être parce que peut-être suis-je d'une nature angoissée. La menace revient souvent dans mes chansons. La menace, la nécessité de fuir, de s'enfuir. Mais là, j'en parle comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est avec les chansons, parce qu'elles ont un aspect presque thérapeutique et prémonitoire. On écrit quelque chose qui est en avant sur soi-même. Donc c'est a posteriori que je réalise, je me dis, ah tiens, c'est vrai. Quand même beaucoup de chansons qui parlent d'être en partance ou de devoir fuir un endroit et de la guerre, mais quand même qu'après la guerre, il y aura la lumière. C'est vrai, beaucoup. Je ne saurais pas expliquer vraiment pourquoi. Quand même si, peut-être parce que je crois vraiment en la force de la joie et d'un optimisme pratique. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher la joie. Il faut pas l'attendre. C'est facile de voir ce qui est laid, ce qui est moche, ce qui ne va pas. C'est beaucoup plus courageux et grand de chercher la lumière qui est quelque part. Et je me permets de le dire d'autant plus fort que j'ai longtemps été plutôt un ironique, sceptique, dandy, 19e-iste, enfin. C'est une forme d'intelligence qui est belle et séduisante, mais plus frileuse. C'est plus dur. Moins fertile peut-être aussi. Je suis pas sûr. C'est ça le problème. C'est que c'est extrêmement fertile de se nourrir de sa noirceur et de sa colère. On est beaucoup plus rapidement inspiré quand on est méchant, quand on est caustique, quand on est ironique. Si, c'est beaucoup plus fertile au premier abord. C'est pour ça que c'est beaucoup plus courageux et grand et noble d'aller chercher son inspiration dans des choses qui paraissent plus douces. Mais une volupté nouvelle qui vient. Jean Giono en parle très bien. Et donc oui, j'ai changé grâce à la littérature, grâce à la musique, grâce à la vie. Et quand même, j'ai disais ça en préambule du fait qu'on vit une époque assez sombre quand même. Ouais. Donc l'idée qu'une guerre soit possible, d'ailleurs il y en a plein partout dans ce monde-là en ce moment, mais l'idée qu'une guerre qui nous touche nous plus personnellement soit possible, elle est grande. Et en faire des chansons, c'est pour moi une manière toujours... c'est une chance en fait d'avoir ce canal
pour évacuer ses craintes, ses peurs, ses colères aussi, les transformer en quelque chose de plus grand. Et je crois vraiment en la force des mots, même durs, pour évacuer, quoi, comme une catharsis. Dire des choses dures, c'est une manière aussi de se soulager de ces peines-là, quoi. Donc on parlait de Zone Libre, là, par exemple. Zone Libre, c'est une chance. Ce sont des mots d'un autre. Encore des mots de quelqu'un qui a vécu la guerre. Aragon. Donc, ce sont des mots d'Aragon, dans un recueil que j'adore, qui s'appelle Le Crève-Cœur, que j'ai trouvé par hasard. Parce que je disais tout à l'heure, souvent le hasard qui nous fait rencontrer des livres. Oui, c'est ce que vous disiez, souvent le hasard. C'est vous. Toujours. Mais à l'occasion, vous chinez, c'est à la librairie. C'est un peu tout. C'est de la transmission. C'est un peu tout. Par exemple, Le Grand Troupeau. J'écris plusieurs chansons. Quand j'écris les chansons, j'écris plusieurs en même temps. Parce que c'est fatigant d'être obsédé par un seul sujet. Et ça fait des vases communicants. Donc j'écrivais l'album, on va dire. Enfin, j'étais traversé. Bon, je pensais à plusieurs thèmes, quoi, à plusieurs chansons. C'est des mondes intérieurs qui vivent et qui se nourrissent. Et rien, je rencontrais un copain à l'occasion d'un anniversaire qui lui habitait à la campagne et il m'a offert Le Grand Troupeau. Et il savait pas que j'étais en train d'écrire quelque chose sur la guerre. Je lui dis, c'est incroyable que tu m'offres ça maintenant. Je suis en ce moment précis en train de penser aux tranchées et tout ça. Bon, des signes, quoi. On les prend pas. Il y a des signes partout tout le temps, mais j'aime les signes. Ouais. J'aime croire aux signes que je m'invente. Et Le Crève-Cœur, pareil, je sais pas. Là, j'ai une édition. Là, elle est très vieille. Donc, j'ai dû la trouver sur une brocante, quoi. J'aimais le nom, j'aimais Aragon. C'est marrant comme les grands poètes ont des noms, on va dire, qui claquent, ont des noms magiques. Leur nom est déjà un poème. Aragon, Louis Aragon, Paul Éluard, René Char, Guillaume Apollinaire. Ils sont pas mauvais, les mecs, pour se trouver des pseudonymes. Arthur Rimbaud. Alors, est-ce que c'est leur aura qui rend le nom si magique, ou est-ce que le nom est comme un sort qui leur a donné cette destinée? C'est marrant. C'est dur de baptiser quelqu'un ou quelque chose. Le Crève-Cœur, titre un peu dur, mais très très beau titre quand même, Le Crève-Cœur. Il est très beau, ce livre. Ouais, je suis hyper content parce que je l'avais trop. Je suis pas collectionneur dans l'âme. J'aime bien les livres de poche, pouvoir les mettre dans la poche, les plier, les souligner, tout ça. Donc même les anciens livres sont très abîmés. Mais je l'ai dû le trouver sur un étalage, quoi, une brocante et tout. Et je me suis rendu compte plus tard que c'était peut-être une édition d'origine. Édition Horizon La France Libre. Ouais. Donc, Le Crève-Cœur. Donc 6 shillings net. On est au marché noir, là. 42. Édition Horizon, La France Libre, c'est un livre qui se passait sous le manteau d'Aragon. Et alors celui-là, je l'ai découvert il y a de nombreuses années. Il m'a vraiment frappé en plein cœur. Parce que c'est par ce recueil poétique que je suis vraiment entré dans la poésie d'Aragon. Et en tant que chansonnier, on ne peut pas être insensible à la poésie d'Aragon parce qu'elle a quelque chose de la forme des chansons. Oui. Une limpidité de chansons populaires, des refrains. Lui-même parle beaucoup de chansons dans ses poèmes. D'air qu'on fredonne, de mélodies. Il a l'air d'être un amoureux de la chanson. C'est pas pour rien que Léo Ferré l'a tant mis en musique. Donc je connaissais déjà 2-3 chansons de Ferré qui prenaient les textes d'Aragon, des chansons magnifiques que je vous invite à écouter. Est-ce ainsi que les hommes vivent? L'étrangère. Puis il y a une chanson magnifique de Brassens. Il n'y a pas d'amoureux. Bon, des trucs incroyables, quoi. Je connaissais Aragon par la chanson, pas vraiment par le poème. Et dans Le Crève-Cœur, il y a un poème. Et pareil, ça me sortait un peu, j'ai découvert ça, je sais pas, il y a 10 ans, peut-être maintenant, peut-être 8 ans, je n'étais pas trop daté, mais ça me sortait un peu de la poésie, l'alexandrin, la poésie, que j'adore toujours, mais la poésie de Rimbaud et Baudelaire. Et là, on entrait dans l'octosyllabe, une langue plus moderne qui parle des choses contemporaines de l'époque. On est en 42, mais voilà. Un vers plus libre. Un vers plus libre. Mais c'est marrant parce que si on ne connaît pas les dates, comment on sait quel est le poème le plus moderne? Comment on sait qui est arrivé après? Quand on lit Le Crève-Cœur d'Aragon, objectivement, on a l'impression qu'il est plus ancien que Alcool d'Apollinaire. Et c'est ça la force des poètes. Une chose que vraiment je cherche, je m'en suis fait presque une mission un petit peu, parce qu'on a bien voulu me donner la parole à ce propos, et puis j'ai pas de gêne à le faire, mais j'aimerais vraiment... moi j'ai découvert la poésie comme ça, je viens pas je veux dire, j'ai grandi dans un quartier populaire, c'est pas un truc particulièrement familial, et
la poésie... Votre papa, non vous Il transmettez... lit beaucoup, mais je veux dire... Parfois, on pense que parce que j'aime la poésie, alors je viens d'un milieu élitiste, bourgeois, intellectuel et tout. Bah, pas vraiment, franchement, pas tant que ça, quoi. Et c'est ça qui j'aimerais... J'aime partager mon amour de la poésie. Et surtout, réussir à dire qu'il ne faut pas que ce soit muséal, sacré. Enfin, c'est quelque chose qui est à portée de main, qui est pas du tout snob. En fait, si on veut entrer en un dialogue avec la poésie, il faut oser dire j'aime pas ce poème. Enfin, voilà, il faut pas sacraliser les poètes. C'est des gens de rien, de la rue. Il faut les voir comme des compagnons de route. Tu cornes la page, souligne ce vers, critique ce vers que t'aimes pas, critique le fond. Et ce qu'il raconte, t'en as rien à faire, mais dis-le, tu vois. Et je pense que c'est ça qui est beau, c'est d'entretenir cette fraternité avec le poète. Et la fraternité, je pense qu'un poète, un poète mort, il espère rien d'autre que d'être secoué encore et d'être tenu pour vivant, quoi. Je dis ça parce que on demande toujours, mais tu mets des poèmes en musique, c'est vieux, c'est ancien. Mais attends, il y a des textes d'aujourd'hui, là, d'auteurs d'aujourd'hui, dans 15 jours, ils sont périmés. Ils seront périmés pour toujours. Et il y a des poèmes qui ont 100 ans, et ils sont mais d'une modernité, d'une acuité, c'est un truc, ils périmeront jamais, sans doute. Donc ils sont d'aujourd'hui, plus que... C'est débile de mettre des dates sur des trucs qui sont là, quoi. Les mots des hommes, ils vivent au milieu de nous, quoi. C'est ça qui est beau avec le livre. Tu ouvres un livre et il y a une expression que j'aime bien qui est utilisée pour l'écriture. J'ai trouvé récemment quelqu'un qui parlait. Il disait qu'écrire, il faut attendre la germination du silence. Je trouve ça magnifique. Il faut attendre, il faut accepter d'attendre la germination du silence. Ça fait peur d'attendre. Ça fait peur de laisser éclore les voix dans notre tête, de les écouter. L'ennui, ça fait peur. Mais de cette germination du silence peut naître une chose incroyable. Et cette germination du silence, là, l'auteur, dont je ne me souviens plus le nom, il me pardonne, parlait de ça pour écrire. Mais lire, c'est aussi se laisser l'occasion que germine en soi une forme de silence. On entend la voix de l'autre, mais dans notre monde qui laisse peu de place au silence, on a encore ce prétexte. Si on n'a pas la force de se mettre seul dans un silence, on peut encore prendre le prétexte de dire « Tu vois pas, je lis un livre, là. Laisse-moi lire ce livre. » Que germe le silence. Ce rapport poétique au monde et au livre, il est apparu dès l'adolescence. Comment ça a pu éclore en vous? Je pense qu'il est apparu avant, voilà, dans l'enfance. Par les textes disons que beaucoup plus jeune, c'était probablement par les chansons. C'est un très joli mot, vous parlez toujours des chansonniers. Je pense que je suis venu à la littérature, à la lecture, par les chansons. Et que j'aimais écouter Charles Trenet, Georges Brassens à la maison, Barbara, par mes parents, mais pas que. Il y a vraiment un jour où j'ai mis Georges Brassens pour moi-même. J'étais assez jeune, et je sais pas, sa voix m'a semblé être la voix chaleureuse de quelqu'un qui m'était familier. Et après Gainsbourg, Brel, tout ça. Et c'est par les chansonniers que je suis venu à aimer lire des poèmes. Mais je pense que ça s'explique pas vraiment. C'est comme si on demandait à un pâtissier pourquoi il est pâtissier. On a plein de plaisir dans la vie, plein de joie, plein de frissons. Et puis il y en a qui sont plus grands que d'autres. Peut-être. Je vais vous dire, voilà, j'ai écouté une chanson qui m'a touché. Et ça a fait vibrer quelque chose en moi plus fort que lorsque j'ai mangé un bœuf bourguignon. Bien que j'aime le bœuf bourguignon. Un cuisinier, lui, ce qu'il a fait le plus vibrer qu'à un moment dans sa vie, il a mangé un bœuf bourguignon, il s'est dit, mais waouh, ça c'est un frisson ultime, je veux faire ça. Je crois à ce truc. Qu'on a envie de faire ceux qui nous touchent le plus. Après, on a la chance ou pas de nourrir sa confiance dans son rêve et de le vivre et d'y aller. Mais tout le monde a ça à un moment dans sa vie, quoi. Certains, c'est des caractères, quoi. Et moi, c'est passé par les mots. Parce que ce rapport à la poésie, c'est assez anachronique, souvent, quand on est jeune, même quand on veut faire du rock. Non, je crois pas. Je crois qu'il y a une sorte d'a priori, quoi. C'est les mots qui nous font penser à quelque chose d'anachronique, alors que c'est ce que explique très bien Christian Bobin dans un court livre que j'adore, qui s'appelle Le Plâtrier Siffleur.
Un plâtrier qui siffle quand il fait son mur, c'est de la poésie. La poésie, c'est pas que de la littérature. Elle est partout, la poésie. Et en fait, tout le monde est nourri par une poésie intérieure. Sauf qu'on le sait pas, ou quand on le sait et qu'on l'admet, on a l'impression qu'on vit quelque chose d'anachronique. Mais non, ce serait vraiment triste de penser que c'est anachronique, parce que ça voudrait dire que la poésie a déserté le monde, ce qui est un peu possible. Et pourtant, on en a besoin pour preuve. Et je reviens au Crève-Cœur d'Aragon. Je trouve qu'il faut vraiment réfléchir à cette chose. Et c'est pas un hasard qu'en temps de guerre, en temps où le temps manque, la nourriture manque, l'humanité manque, tout manque, on se passe des livres et des poèmes. C'est pas anodin. Un moment où l'humanité déserte le monde, en tous les temps de guerre, dans toutes les guerres du monde, tous les pays du monde, on se passe des poèmes. Il faut y réfléchir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'irréductible à l'être humain. Enfin, il y a un lien entre quand on n'a plus d'humanité, on va la chercher dans le poème. Alors il faut pas l'oublier, parce qu'en fait, quand on croit que tout va bien, non, il faut chérir. En fait, et on le chérit. On chérit pas forcément le poème du livre, on chérit pas forcément le poème écrit. La poésie, elle est dans tout. Elle est dans la manière qu'on a chacun. Parfois, on se l'autorise pas parce qu'on croit que c'est cuculapraline, que c'est anachronique justement. Mais en fait, chacun le vit. À un moment, on regarde ça peut être un horizon, un soleil qui se couche. Ok, c'est une banalité. Non, c'est pas une banalité. La puissance des lieux communs qui se réveillent sous un jour nouveau, ou qui d'un coup se révèlent à nous, ça c'est de la poésie, ça c'est la beauté du monde. On passe une nuit blanche avec un ami, il y a un moment, il se passe, c'est un poème. Christian Bobin encore dans Le Plâtrier Siffleur, la maman qui remet la couette là sur le menton de son jeune enfant se couche, ça peut être un poème, ça l'est pas forcément. Ce qui est dur, c'est de le dire comme un poème. On le vit tous comme un poème, mais il n'y a que le poète qui parvient. Parce que c'est un moment, un poème, c'est la confusion, c'est les épousailles, c'est le mariage parfait du fond et de la forme. La forme devient le fond et inversement. C'est difficile à expliquer, mais c'est comme les formules magiques. Il y a dans la manière de dire une expérience poétique. Ce qui est décrit en soi, tout peut être poétique, c'est la manière de le vivre. Et donc forcément de le partager à l'autre. La musique vous a aidé beaucoup pour ça. Ouais, bien sûr. J'écris depuis très longtemps. C'est un truc, j'ai écrit avant de chanter, bien avant. Ce qui m'a permis de devenir chanteur. Je savais pas que j'allais chanter, parce que je chantais pas du tout. Moi, je savais pas que je pouvais chanter, quoi. Je fais pas de musique. Enfin, en tout cas, je maîtrise pas d'instrument de musique. J'ai pas appris la musique. J'ai des kystes, cordes vocales. Quand j'étais gamin, on me disait pas ouais super tu chantes bien, on me disait plutôt de me taire quand je chantais. Enfin je veux dire chez moi quoi, oui. Dans la douche. J'ai appris à chanter parce que je viens du texte et ce que je savais faire, c'était dire les choses avec sincérité quoi, de ce que j'écrivais. Donc j'écrivais beaucoup et adolescent comme je faisais pas de musique, il fallait que mes textes tiennent tout seuls. Donc ça demandait pas mal de jeux, de sons, de rythme, comme dans le rap on va dire, c'était du rap quoi. Et donc comme j'écrivais des choses j'avais un débit extrêmement rapide. Des choses extrêmement complexes que j'aimais l'idée qu'il y ait de multiples sens à déchiffrer. Mais c'était tellement complexe que ça pouvait en devenir... Il faut être dans un équilibre. Ouais. Ce que j'aime chez Bachung, par exemple. C'est qu'il y a quelque chose qui vous attire l'esprit et l'oreille, une amertume et un mystère qui vous font y revenir. Ça, c'est une vie d'auteur entière à trouver cet équilibre. Il se trouve que j'ai créé des choses particulièrement complexes. Et il y a des fois qui me disaient « rien, ce que tu racontes, c'est énigmatique ». Mais du coup, je me disais, c'est important qu'il y ait la musique. Parce que si on est accroché par au moins la musique, on y reviendra. Et donc, à l'époque, je voyais la musique comme un subterfuge pour faire passer un message. Ça a changé avec le temps, parce que j'ai découvert la joie de cet art, qui est un autre art que l'art du poème mis en chanson. Une chanson, c'est pas un poème mis en musique, c'est autre chose. Oui, c'est intéressant. D'ailleurs, vous avez un rapport assez graphique au livre, à la poésie. Vous dites que c'est quelque chose de... Voilà, c'est graphique par rapport à une chanson qui doit se tenir avec la musique, qui ne tient pas forcément sur la page. Oui, ça, c'est une chose que j'ai appris avec le temps. Ouais. Et il y avait un quiproquo pour moi à l'époque. J'ai changé mon fusil d'épaule. Plus jeune, par exemple, j'aimais beaucoup Gainsbourg.
Il me disait, une bonne... En plus, comme moi, j'étais pas chanteur, mais plutôt auteur, et que je voulais être parolier pour moi-même, quoi. Il me disait, une bonne chanson, c'est forcément une chanson dont le texte tient tout seul, parce qu'il faut qu'il existe tel quel. Et j'ai constaté que c'était complètement faux. Et d'ailleurs, la plupart des chansons, si on les... Même de Jacques Brel, et encore, bon, c'est peut-être une exception, mais quand même, même les plus beaux textes de Jacques Brel, purement écrit, lu comme un poème, ne vaut pas un bon poème d'Apollinaire. Et c'est tant mieux, parce qu'en fait, je suis passé à l'idée totalement contraire, c'est qu'une bonne chanson, il faut absolument qu'une fois que le texte est soit mis sur le papier, on soit déçu. Pourquoi ? Ça prouve que sa forme pleine, c'est la forme chantée, la forme musicale. C'est que elle est complète quand le mot se révèle avec sa mélodie. Et c'est un autre art. Mais c'est de la musique. Quand je vous écoute, j'ai cette impression. C'est vraiment un instrument. Et la voix et le texte. Oui, ça va ensemble, voilà. Donc c'est pour ça que... C'est un vrai musicien. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est vrai. J'ai du mal à le dire et à l'assumer parce que je ne joue pas d'instrument de musique autre que ma voix. Mais oui, maintenant, je l'accepte de le dire parce que c'est mon quotidien depuis 10 ans. Donc ce qu'on fait, on peut dire que c'est son métier, non ? Alors voilà, c'est mon métier. Je chante et je suis musicien. Et c'est une exploration qui est de chaque instant, qui est permanente. On découvre toujours un bois derrière un arbre et on avance, on explore, etc. Et plus j'avance, plus je réalise, oui, en effet, que ça n'est pas la même chose que écrire. Il y a ce qui est destiné à être vu, lu, et ce qui est destiné à être entendu. Et ça change du coup les choses qu'on s'autorise à dire. Il y a des phrases que je me serais pas autorisé à dire il y a 10 ans quand je finissais un texte avant de vouloir le mettre en musique. Aujourd'hui, j'ai plein de carnets avec des bouts de texte, mais quand je me retrouve avec mes camarades du groupe, il y a un dialogue permanent entre la musique et l'écrit. Parce que je dois pouvoir trouver la forme juste de l'expression. Exactement. Et parfois, il faut être prêt à remettre en question son vers, les pieds de son vers, le rythme de son vers. Si on est trop attaché à une strophe, alors, dans ce cas, elle doit rester un poème. C'est difficile de se libérer d'une strophe qu'on adore, qu'on a travaillé précisément pour sa chute, son rythme, ses assonances, son fond, et après on va chercher une mélodie. Alors on peut, du coup, mais ça limite la mélodie beaucoup plus que si on accepte qu'on est dans une autre forme d'expression où il y a une liberté nouvelle. La mélodie permet de dire des choses d'une autre façon, tout simplement. Alors dans cet entretien, on est dans le creuset de la création, et c'était bien mon intention, c'est passionnant et merveilleux. Les romans, quelle place ils ont ? Parce que je pense que quand vous lisez des romans, justement, c'est peut-être en dehors aussi de la création, ou ça vous inspire indirectement, mais dès l'adolescence, est-ce que vous avez été transporté par des auteurs, des romanciers qui ont aussi une forme de poésie, mais le rapport à la fiction peut-être. Voilà, j'avais envie qu'on parle de ça. C'est intéressant, je suis content qu'on en parle parce qu'en fait, en réalité, là, on parle des poèmes et des poètes, mais je lis beaucoup plus de fiction que de romans, que de poésie. Ouais. Le Grand Troupeau de Giono, c'est un roman. Et c'est pas seulement pour m'inspirer, c'est que c'est la forme littéraire que je chéris le plus. Les poèmes, comment dire, il faut les mâcher. Donc on lit pas un recueil de poésie. On prend un recueil, on l'ouvre une page au hasard. Est-ce la bonne ? Peut-être. Si c'est pas la bonne, on change de page. Et puis on médite un poème. Et on le garde pour soi, des semaines peut-être. Un roman, on se plonge dans une histoire, dans des personnages, dans un autre souffle. C'est une autre manière de dialoguer avec la vie, quoi. Le poème, je dirais que c'est une forme de... Il y a la forme du poème, mais c'est une forme... Je vois toujours souvent le poème plus comme des lunettes sur le monde, enfin des lunettes, quoi, une manière de... Une méditation. C'est de la nourriture pour la sagesse, quoi, pour la manière de penser le monde, de changer. Ah tiens, ouais. Ah ouais, on peut voir les choses comme ci, comme ça. Tandis que le roman, je le vois comme une évasion, une vraie évasion, une autre vie qu'on vit. Et un des premiers romans qui m'a attrapé, le vrai livre dont je me souviens en me disant là,
ok, j'entre dans la littérature, pas seulement... j'entre dans l'amour de la littérature et pas seulement le plaisir de qu'on me raconte une histoire. Ça a été Sur la route de Jack Kerouac. Ouais. J'avais 17 ans, donc ça allait bien avec mon âge. Ah oui. L'envie de vitesse, de voyage, de découverte du monde. Il y a dans de nombreux livres, il y a une flamme contagieuse, une fougue qui emporte, et dans celui-là en particulier. Je me souviens qu'on était au lycée, le prof d'histoire avait dû en parler. Je me souviens du prof d'histoire comme un ancien 68ard, je ne permets pas de lui comme ça, mais très séduisant par ses attitudes, sa manière d'être, en tout cas pour un adolescent. Un adolescent qui rêve de sensations fortes et de... Disons que je peux résumer comme ça, je crois tout le monde sent... J'emprunte un peu les mots de Christian Bobin et en même temps pas tout à fait, mais qu'il y a une pointe du réel qui vibre intensément, que ce qu'on vit peut trembler d'une intensité particulière. On parle de mystère, mais comme s'il y avait un voile à lever sur le monde, tout le temps. Et ça, c'est vrai qu'au lycée, j'étais avec mes camarades du groupe, Sébastien Et Clément. Et ça, on l'avait en commun. On lisait Lautréamont, Je te salue vieil océan, on lisait Rimbaud. Alors on va dire oui, c'est des âges où on se questionne sur l'amour et la mort. Là, il y a beaucoup de choses comme ça, provocantes, sulfureuses, sur le sexe et la mort, donc des choses qui, adolescentes, ok, sont séduisantes, c'est vrai. La transgression. Ouais. Oui, une forme d'insolence, Ouais. un parfum trouble qui aimante. Mais plus profondément, ce qui nous est resté de ça et ce qu'on avait à l'époque, et que je pense qu'en fait le commun des mortels a au fond de soi, c'est l'idée qu'il faut creuser la vérité du monde, quoi, trouver quelque chose de la vérité. Certains le trouvent dans l'accélération totale, manière de vivre qui les consume. D'autres dans la méditation, d'autres... je sais pas, il y a plein de manières, mais il y a quand même quelque chose au fond de soi, chacun, qui est de trouver une plénitude. Ça veut dire aussi être en résonance avec le monde, en reconnaissance du monde, et donc être attentif, alerte. Bon, et adolescence, ça s'est exprimé très fort. Et Sur la route, j'ai trouvé à cet âge-là presque un manuel, en tout cas fantasmé, quoi. L'idée que trouver l'intensité de cette vie, ça passait par le voyage, les rencontres intempestives, la fête, l'alcool un peu, mais j'étais un adolescent, donc c'est plus... on dit oui, mais c'est des enfantillages, quoi. Était-ce une manière de s'encanailler ? Je pense pas. Il y a quelque chose qui m'est resté de cette littérature américaine de l'époque et beatnik, parce qu'on oublie, faut pas oublier une chose, je parle du fond, mais d'abord un grand livre, c'est un grand style, quel que soit le fond. Après, c'est intéressant, avec l'âge, je me suis beaucoup plus questionné sur la morale des livres, le sens des livres, qu'est-ce que j'ai envie de lire et de quoi j'ai envie de me remplir en termes de vision du monde, de choses dites, voilà, la morale, c'est une chose qui me paraissait complètement has-been quand j'étais adolescent, voire tabou, voire rétrograde. Autour de 30 ans, ça est revenu m'habiter très fort, Ouais, et je l'assume tout à fait, et je le défends même. C'est peut-être la recherche de la lumière aussi. Tout à fait. Parfois, on trouve des formulations superbes, des phrases très belles. Est-ce qu'on se décharge de la responsabilité de la morale de ce qu'on raconte ? Je l'ai dit, c'est là, c'est... Ah, tes vieux jeux avec ton truc de la morale. L'art ne se préoccupe pas de morale. La forme, ça existe en soi, la nécessité. Ou bien grisé par l'inspiration qu'on a eue, l'élan qu'on a eu. Où est-ce qu'on se dit, attends, je veux dire ça, je veux transmettre ça ou pas ? À chaque instant, ce qu'on dit imprègne le monde, qu'on parle à son enfant, qu'on parle à son collègue, qu'on parle ce qu'on pense. Peut-être que certains auditeurs vont trouver ça un peu naïf, mais c'est vraiment aujourd'hui un des piliers de ma ligne de conduite dans la vie en général. Et je me plante, parfois je sais pas résister à un bon mot, une méchanceté.
Mais ça conduit ma manière, ça conditionne ce que j'écoute et ce que je lis. Il y a plein de choses que j'ai écoutées en musique qui me donnaient un délice vraiment particulier, parce qu'il nourrissait en moi une violence. Voilà. Séduisant de sentir une violence, soit parce que la violence, souvent, s'accompagne de la force, du sentiment de force. Et il y a une griserie particulière. Et je sais quand j'écoute ces choses-là, ce sentiment revient, donc d'une certaine façon, je m'interdis en partie de les écouter, parce que j'ai pas envie de nourrir cette part de moi-même. Mais voilà, donc c'est pour ça que parfois, c'est très très pernicieux, parce qu'un auteur qui est un très grand styliste va être extrêmement séduisant, et on va vouloir le sauver de tout. Ouais, je me suis bien pensé à quelqu'un, vous imaginez peut-être qui. Moi aussi, mais je ne le dirai pas. Mais en tout cas, voilà, je dis ça pour Kerouac parce qu'en réalité, son livre, je sais pas, il emporte quelque chose, un souffle, d'une honnêteté, d'un style. Et en plus, je dis ça, je lis presque tous les livres en français, donc il faut saluer aussi les traducteurs. Parce qu'à cette époque-là, la traduction de Kerouac, c'était un livre. C'était un folio à l'époque, je lisais, moi j'adore les livres de poche. Il y avait une voiture dessus. Et je sais pas, même la pochette, la couverture, elle est très inspirante. Et ben, la traduction était incroyable. Et en plus, à cette époque-là, c'était aussi des époques de grande histoire d'amitié, parce qu'on passe beaucoup de temps avec des camarades au lycée. Et j'avais un ami qui me faisait penser à Soul Paradise. Et d'ailleurs, cet ami, donc, puisqu'on a été très nourris par la littérature du voyage, comme on l'appelle, fait qu'à 18 ans, on a fait notre premier road trip avec mon ami qui a eu son permis à cet âge-là. Et c'est marrant comme... on est restés proches, mais nos manières de voir le voyage ont complètement changé. Moi, je me suis dit, attention, c'est une fuite en avant. Donc cette intensité que j'ai cherchée par là, je l'ai trouvée limitée. Parce qu'une rencontre intense et brève, elle a quelque chose de superficiel. Donc on change de ville, on change de port, on change de bar, on change de station-service, on change de plage, on rencontre des gens 2 heures, 3 heures. On n'a pas le temps de voir ce qui nous déplaît chez eux. Donc on n'a pas le temps de se mettre à aimer ce qui nous déplaît chez eux. On n'a pas le temps d'entrer dans une profondeur des relations. Et ça, moi, j'ai voulu chercher ailleurs l'intensité de la vie. Je suis rétrograde, maintenant je la trouve dans le quotidien. Je trouve une volupté, une subtilité, une profondeur au quotidien qui est immense. Et je vois un héroïsme beaucoup plus grand dans le fait de supporter son quotidien, de le transformer, de le vivre, que dans changer de ville chaque jour. Mais mon ami, lui, il a voyagé. 10 ans, toujours, partout. Ah là, c'est comme 2 pôles qu'on a changé. Qu'est-ce qui va vous mener vers un livre aujourd'hui, même d'un auteur qui vous est contemporain? Ce qui est difficile avec la littérature, c'est qu'il y a tellement de grands livres que souvent, je fais confiance au temps. Donc le fait, parce que le temps nous aide, le temps fait la sélection naturelle des meilleurs livres, en gros. Je crois pas vraiment au roman perdu, au chef-d'œuvre inconnu. Je crois que le temps fait remonter les plus belles choses. Et donc, de fait, je lis des auteurs morts parce que je suis presque sûr que je vais pas me gourer, quoi. Donc, ce qui m'amène à lire de la littérature contemporaine, c'est presque une culpabilité de dire il faut que je lise des choses d'aujourd'hui, quoi, pour savoir ce qui se fait, tout ça. Et pendant longtemps, j'arrivais pas à trouver d'auteurs contemporains. Enfin, c'est pas vrai, mais en tout cas, ça me séduisait pas aussi vite que les grands auteurs classiques. Mais pour moi, classique, ça veut pas dire grand-chose parce que je trouve que Apollinaire, encore une fois, est contemporain. Je comprends. Mais c'est le hasard. Et donc, parfois, on me conseille des livres, je passe à côté, parfois pas. Et comme ça, je suis tombé sur Christian Bobin. Et là, je peux affirmer qu'il y a un auteur contemporain que j'adore, que j'admire et qui me touche particulièrement. Je pourrais en citer 2 autres. J'ai lu 3 femmes puissantes de Marine Diaye. Un peu par hasard, quoi, quand on lit un livre. J'achète des livres. Les livres dans une bibliothèque, c'est pas une exposition des livres qu'on a déjà lus. Pas comme les têtes de... c'est pas les bêtes qu'on a attrapées. C'est aussi des choses en puissance qui attendent d'être lues. C'est pas des trophées. C'est pas des trophées, mais pourquoi ? Parce qu'il y en a qu'on a lus et qu'on a envie de relire, et les avoir à portée d'œil, c'est nous permettre de replonger aussi dans certaines choses. Mais c'est aussi qu'il y a beaucoup de livres, parfois une grande bibliothèque, ça impressionne, on n'a pas lu tout ça. C'est des livres en attente. Je crois beaucoup aux choses en attente. Ce qui horripile ma femme. Parce que je stocke énormément de choses, du coup.
des vêtements, des jeux. Tu le mets pas ça? Non, je le mets pas, mais ça aura son heure. Peut-être dans un an ou deux, une fois. Pareil pour les livres. Je crois beaucoup à ce truc. On passe devant, comme les portes, on parlait de ça. Les portes qu'on n'a pas ouvertes, on passe devant. Et un jour, on entre. Donc il faut l'avoir là, quoi. Et donc j'ai lu un jour 3 femmes puissantes dans un avion. Je disais que c'est vrai que je lis beaucoup dans les transports. Parce que on a le rythme de vie aujourd'hui de tout un chacun, en tout cas dans les grandes villes. Enfin, je pense que quand même, le temps s'est accéléré, quoi. On est esclave du travail. Ça me dérange pas parce que j'aime beaucoup travailler, mais... Des écrans aussi, beaucoup. Des écrans, mais des sollicitations en tout cas. Oui. On se lève, il faut se lever très tôt pour avoir quelques heures de calme avant de devoir répondre à des injonctions plutôt que de faire ce qu'on avait décidé. Et donc au moins dans les, je sais pas, dans les avions, dans les trains, j'arrive plus facilement à trouver un moment tout simplement. Donc voilà, il y a Marine Diaye. Il y en avait un troisième. Il y en avait un troisième, oui. Et c'est Michel Houellebecq. La carte et le territoire. Le dernier aussi, je trouvais très fort. Soumission qui a fait polémique, je trouve comme c'est vraiment un grand livre. Je sais pas si ça m'a tiré quelques foudres de le dire comme ça, mais j'admire chez Michel Houellebecq. Il en a parlé une fois, ça m'intéresse en tant qu'auteur de savoir comment gagner en liberté. Parce qu'on le veuille ou non, notre métier dépend de notre capacité à plaire. Et non seulement c'est notre métier qui en dépend, mais en plus il y a un fond dans le cœur de l'homme de spectacle de vouloir plaire à son public. Et c'est Baudelaire qui dit une phrase que je trouve très belle, il dit « Déplaire est un plaisir aristocratique ». En fait, c'est ambigu le rapport qu'entretiennent les auteurs et les chanteurs à leur public et au fait de leur plaire. C'est une forme d'esclavage. Si quand on écrit, on a peur de déplaire, on est foutu. Donc, pour l'instant, je crois être assez immunisé, mais il faut veiller toujours. Il faut être très attentif à ça, sa liberté. Je crois être assez immunisé parce que quand je fais, il y a quelque chose du ventre qui me guide. Parfois, on est avec le groupe, on dit « Ah, ce serait bien qu'on fasse un tube ». Et puis, au bout de 5 minutes, on est en train de... C'est parti en couille. Enfin, ça a dérivé et on n'a pas pu s'empêcher de faire ce qu'on avait dans le ventre. Donc, ça me soulage, mais quand même, il faut veiller. Comme il faut veiller sur l'orgueil. Il y a des choses sur lesquelles il faut veiller, donc je reviens à Houellebecq. Donc j'admire la grande liberté, en plus du style. Et je ne l'entendais pas une fois, parce que du coup, quand on écrit, on cherche un peu les secrets de fabrication. Il disait une chose très puissante, parce qu'il sait quand il écrit qu'il va sans doute s'attirer des ennemis, les foudres de certaines parties de la population, tout ça. Il dit en fait, avant... C'est presque une discipline méditative. Je ne sais pas s'il le fait vraiment, mais je veux bien le croire parce que il parle toujours avec une très grande liberté et donc honnêteté. Il dit je m'imagine mort. Je me pense mort. Je vais mourir. On va tous mourir. Donc, je m'imagine déjà mort. Si je suis déjà mort, je peux écrire ce que je veux. Il n'y a pas de grandeur à obtenir. Il n'y a pas ni d'honneur à obtenir. Je suis mort. Je suis rien, une graine, je suis rien, je suis poussière redevenue poussière. C'est un exercice qui est intéressant. Il est intéressant à plein d'égards. Intéressant pour chasser la vanité de son orgueil, la recherche des honneurs, surtout quand on est quelqu'un comme Houellebecq, je pense, aime beaucoup ça aussi. Et en plus, on a beaucoup. Et aussi pour avoir une parole libre, c'est vrai que si on imagine, on est à l'abri, comme les vieilles personnes, quoi. Les vieilles personnes disent vraiment ce qu'elles pensent. Elles s'en foutent, c'est fini. Non, mais souvent, c'est vrai. Elles peuvent dire des conneries comme tout le monde, mais en tout cas, elles disent ce qu'elles pensent. C'est vrai. Si on s'imagine mort, on est vraiment libre. Ça libère, ouais. Alors, ça peut être dangereux de dire tout ce qu'on pense, mais bon, il y a quelque chose en lui qui me fascine pour ça, mais si c'était seulement ça, ce serait... Parce qu'il y a quelque chose dans le style aussi, une manière d'écrire très étrange. Je ne pensais pas être fasciné par cette manière qui frôle le roman de gare, certaines... platitude toujours évitée. C'est étrange, hein. Et un autre intérêt à penser qu'on va mourir ou qu'on est mort. On a commencé dans la joie et la lumière. Non, justement, on peut venir par ça. Parce que très longtemps, j'étais vraiment habité par une mélancolie profonde. Ouais, on l'a dit aussi. Partait de ce principe simple qui est que comment... être joyeux quand
on voit quelque chose de beau, parce que la beauté passe. Donc quand je vois quelque chose de beau, je suis triste du fait que je sais qu'il passe. Donc une chose belle qui est passée, et une chose passée qui n'est pas belle, elle n'est pas belle. On est piégé. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que on peut complètement changer sa façon de vivre les choses. Ça demande un effort que sans doute les épreuves intimes permettent de transcender, ouais. Je parle des épreuves intimes, mais elles peuvent être partagées comme une pandémie. C'est-à-dire, il y a des moments dans la vie où on se prend des trucs sur la tête. Quand tout va bien, personnellement, c'est là que j'ai tendance à être tatillon. Ah oui, la petite tache ici, la couleur du mur. Quand ça va pas, on est forcé de se concentrer sur l'essentiel, de se recentrer. Et le Covid, le fait qu'on puisse pas jouer pendant 2 ans, etc., ça m'a mis un bon coup, je pense. Attends. La joie, elle se prend. C'est quelque chose d'actif. Il faut pas l'attendre. C'est trop facile. C'est facile, les tâches, il y en a partout. C'est jamais parfait. Il faut aller chercher la joie, il faut la prendre et il faut la savourer. Donc, avant, je pensais, cette chose est belle, va passer, comme c'est triste. Et maintenant, je me dis, cette chose est belle, va passer, comme elle est belle. Prenons-la maintenant, cette joie, parce qu'elle va passer. Bon, voilà, on parlait de grands chamboulements intérieurs qui ont l'air de presque rien. C'est à la portée de chacun, il faut le vouloir un peu. Et donc, je parlais de mélancolie, l'idée de penser à la mort chaque jour. Bon, si on n'est pas très bien dans sa vie, si on est empreint de grande mélancolie, ça peut nourrir un peu, trop ça noirceur. Mais on peut le voir autrement. Puisqu'on va mourir et qu'on ne connaît pas le jour de sa mort, et que ça peut être aujourd'hui, tâchons de bien vivre ce temps qui nous reste, qui est maintenant, puisqu'on ne sait pas ce qui arrivera tout à l'heure. Donc voilà, cette pensée de la mort, peut-être qu'elle peut être une pensée joyeuse, lumineuse, plutôt que de faire comme si nous n'allions pas mourir. Et c'est dans ces moments-là, finalement, qu'on devient dangereux pour les autres. Quand on pense qu'on ne va pas mourir, on se permet tout, non ? Alors Arthur, on arrive au terme de cet entretien. On a 2 petits exercices dans notre podcast Stay Wild Keep Reading, et on a notamment les questions flash. Un exercice physique. Parce que ça va nous changer de la profondeur de tout ce qu'on vient de partager. C'est un peu plus, c'est un petit jeu ping-pong, question-réponse assez rapide, si ça vient, si la réponse vient. Alors, le livre Pansement pour un chagrin d'amour. L'éducation sentimentale. Non, je rigole. J'aimerais bien dire celui-là, ouais. Ouais. Bon, c'est un peu pour rire, mais quand tu lis ça, tu te rends compte qu'il y a pire que toi, quoi. Tu vois, un type qui passe sa vie entière à côté d'une femme sans jamais rien lui révéler, et puis qui finit sans elle, quoi. C'est une sorte de truc. Alors, le livre antidépresseur. Eh bien, j'ai envie de dire que le plâtrier siffleur de Christian Bobin. Bon, d'emblée, j'aurais pas forcément pensé comme ça, parce que c'est pas un livre qui cherche à donner une grande joie, mais en revanche, il donne une grande force. Et c'est comme ça que j'ai découvert Christian Bobin, ce que j'ai trouvé admirable et rare, et qui m'a fasciné, c'est la capacité à déployer une grande force de résistance avec beaucoup de calme et de douceur. Dans notre monde, c'est difficile à faire. Et donc, ça m'a rendu optimiste. Dire, c'est possible d'être ferme sur ses appuis, quoi, de s'enraciner comme un arbre dans le calme et la douceur, et de nourrir son regard poétique sur le monde. Donc, je dirais le plâtrier siffleur de Christian Bobin. Oui, la douceur, je l'ai beaucoup ressentie dans tout ce que vous disiez, dans tout ce qu'on a partagé dans notre entretien. Ah ouais, c'est marrant. Ouais. Peut-être parce que mon naturel est, je suis plutôt impétueux, et donc j'ai peut-être besoin de... Non, la tendresse, je l'ai, mais la douceur, c'est autre chose. La douceur, peut-être que... On sentait cette quête. Il y avait c'est une quête. Il y avait comme une éloge en filigrane de la C'est douceur. une quête. C'est ce que j'ai ressenti. Le livre qui régénère. C'est dur comme exercice. C'est dur.
Là, j'ai pensé à Moby Dick traversé par l'idée d'un roman d'aventure. Ouais. Ouais, je sais pas, je dirais ça. Le livre qui bouleverse. Attends, faut que je regarde la bibliothèque. Le fil est assez long du micro. Vous pouvez y aller. Regardez, Regardez, tiens-le. c'est pour ça que je les mets là. Ce serait lequel dans cette merveilleuse bibliothèque? Elle est rangée par ordre alphabétique, non? Ouais, en fait, là, il y a les romans auteurs français. Ouais. Là, il y a les romans les américains. Ici, étrangers, donc les Russes, les... Ah ouais, L'amour au temps du choléra, ça bouleverse. Ça. Voilà, celui-là. Ah ouais, il m'est revenu d'un coup, là. Ouais, ce que j'allais dire, il y a aussi les latino-américains. Et bon, ils sont cachés, là, mais... J'en ai pas parlé de ça, mais c'est une littérature qui m'a beaucoup nourri aussi. Ah oui. Ouais, Roberto Bolaño, Oui. Les Détectives Sauvages. Ouais. À quel niveau ça vous a nourri? Bah, je sais pas, on s'identifie pas mal aux choses. J'ai vécu quelques mois au Mexique. Ouais. J'ai été amoureux d'une Mexicaine pendant très longtemps. Et j'ai trouvé, je sais pas, quelque chose de parallèle avec John Fante, quoi. Une littérature, parce que c'est eux qui l'ont inventé, mais le réalisme magique. Oui, C'est une idée qui absolument. me plaît beaucoup. Parce qu'en fait, à chaque instant, dans le monde, le principe de réel, c'est une fiction, en fait. Il n'y a pas de réel en soi, quoi. Le réel n'existe pas. Donc on peut glisser à tout instant dans quelque chose de magique. Et il y a aussi dans... Je sais pas trop pourquoi, hein, quelque chose... Je sens en moi quelque chose de méditerranéen, qui vient de mes origines. Et ce que je ressens chez John Fante dans son Italie natale, dans sa verve et sa fougue théâtrale, il y a quelque chose de théâtral. Je le ressens chez les latino-américains comme si c'était la même sève. C'est étrange parce que, en gros, je me sens un peu latino-américain, quoi. C'est bizarre. Mais il y a quelque chose. C'est la moustache. Allez, le livre pour amuser la libido. C'est marrant, j'avais un livre à l'adolescence que j'avais trouvé, que j'avais caché. Ouais. C'est presque De Profundis de Miller. Et je sais pas si c'est que amuser la libido. Hein. C'est pornographique quasiment. Ouais. Le classique indispensable. Les Fleurs du Mal. Mais si on devait dire une fiction, je sais pas, j'ai Les Illusions perdues là. J'ai pas parlé de Balzac, mais. Ouais. Vous aimez beaucoup Balzac? Ouais, j'aime beaucoup Balzac. Ouais. Ouais, j'aime. Bon, j'aurais pu aussi dire Salammbô de Flaubert. Oui, qui est une merveille absolue aussi. Ouais. J'aime beaucoup Balzac. Pour plein de raisons. C'est dur de résumer, mais je trouve qu'il a quelque chose de rare. Cette capacité, ça demande une monstruosité d'énergie, mais à englober le monde entier dans sa littérature. Pas seulement la société, avec son projet donc de la comédie humaine, mais aussi par la richesse de la palette littéraire dans un bouquin. Il y a à la fois des slogans, des punchlines, je sais pas comment on dit, il y a peut-être un autre mot pour le dire, mais des formules, Des chocs, citations. des citations. On peut vraiment mettre en exergue. Voilà, Ouais, il y a des traits d'esprit incroyables. Ouais. En même temps, des situations particulièrement savoureuses. Parfois, des considérations philosophiques. Oui. Et tout ça mélangé, comme dans la vie. Voilà, comme dans la vie, où tout se mélange en même temps, quelque chose de grossier. Il y a ça aussi dans Faust, de Goethe. Il y a ça. Les chansons de militaires avec des proutes. Et à côté, l'élévation la plus sublime, la manière de dire le céleste et la vie. Et la vie, elle est comme ça, quoi. On passe d'une... C'est pas séparé. Et donc, c'est vrai, comment rendre au mieux la vie comme l'a voulu Balzac si on n'est pas capable de ça? Mais en fait, il y a des moments dans Les Illusions perdues en particulier, c'est incroyable, quoi. C'est un conte. Donc, il y a le roman d'aventure.
En même temps, il y a vraiment des dialogues d'une profondeur philosophique et d'une subtilité incroyable, donc grand dialoguiste. Il y a des citations, des moments comme ça, juste des paf, grands traits, l'effet de manche, tac. Des considérations sociétales, presque Totalement. documentaires. Ouais. Par exemple, il faut s'accrocher au début. Les Îles perdues, c'est la description d'une imprimerie pendant plus de 50 pages, quoi. Mais en même temps, ça nous plonge dans un métier. Et j'ai toujours trouvé l'idée de métier très noble. Voilà, j'essaie de résumer, mais Ça donne envie de le relire ou de le lire si on l'a pas ça lu. m'a touché aussi en particulier parce que j'étais un jeune homme atteint de gloriole et que je cherche le succès. Ouais. Ça vaccine aussi. Oui, ça raconte quelque chose. Alors, quel livre vous allez choisir pour terminer par une petite lecture, voilà, d'une page d'un livre? Ça va être quoi le livre du moment, d'aujourd'hui, en résonance peut-être avec ce qu'on a partagé? Ça me donne envie de lire un extrait du Plâtrier Siffleur. Oui, je pense. Ouais, Ouais, allons-y. avec plaisir. On vous écoute. Contempler est une manière de prendre soin. C'est casser tout ce qui en nous ressemble à une avidité, mais aussi à une attente ou un projet. Regarder et s'émouvoir de l'absence de différence entre ce qui est en face et nous. J'ai là, sous les yeux, dans cette forêt, quelque chose qui est beaucoup plus riche que tout ce qu'un musée ne pourra jamais s'offrir. Dans l'ordre, un peu de mousse, un peu plus loin des ronces, une fougère que le soleil traverse comme un vitrail. Cette fougère est sainte par sa mortalité, par sa fragilité, par le fait qu'elle va connaître le dépérissement. Que faire de mieux que de saluer ceux qui sont dans le passage avec nous? Ce serait beau de bâtir toute une conversation autour de cette fougère. Le monde est rempli de visions qui attendent des yeux. Les présences sont là, mais ce qui manque, ce sont nos yeux. Qui la voit, cette petite fougère, prise dans une branche épineuse? Le vent la connaît. Le vent lui parle. Merci beaucoup, Arthur, Merci. pour l'effervescence, la poésie, la profondeur et ce temps que vous Merci, avez c'était pris un plaisir. et que vous nous avez donné et qu'on va pouvoir partager avec tous nos book lovers, voilà, sur Reading Wild. Donc merci pour ce cadeau. Merci pour l'invitation, c'était toujours une joie de parler de littérature. Longue vie à Feu Chatterton, à l'album Palais d'Argile, le tour là, qui est sorti. Le 25 novembre. 25, c'est ça? Ouais, 25 novembre, on sort l'album live de notre tournée, ouais. Qui a été enregistré à Paris. Oui, on a fait un concert au Zénith de Paris qui nous a beaucoup plu. C'était un super moment, donc on a décidé de l'immortaliser. Bon. Et à très vite, à bientôt. À très bientôt. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild.